Au cours de cette séance, je vais continuer, et le séminariste derrière aussi, à discuter de cette grande famille appelée Radical-Sam, vous vous souvenez, qui met en œuvre une chimie radicalaire. Comme je vous l'ai dit, d'ailleurs je vais le redire, il y a des milliers de réactions, donc on ne va pas passer en revue, il faudrait donc des milliers de cours si on les prenait une par une. Donc j'ai choisi quelques exemples, on en a vu la dernière fois, et là je vais vous parler d'un sujet intéressant qui est la synthèse des produits naturels soufrés. Intéressant peut-être parce qu'on ne sait pas bien qu'il y a énormément de produits soufrés dans le vivant et que ça implique une gestion du soufre qui n'est pas simple pour synthétiser ces molécules. Bon, il s'avère qu'on a travaillé là-dessus et qu'on a des résultats récents, très, très récents, assez intéressants. Et je suis très heureux aussi d'avoir Olivier Berthaud qui va nous parler d'un autre aspect de ces Radical-Sam. Alors comme vous le voyez, j'ai laissé tomber entre la dernière fois et cette fois-ci les ribonucléotides réductases, mais la semaine prochaine, dernier cours, nous reviendrons sur les ribonucléotides réductases et nous essaierons de conclure sur cette question de la biosynthèse de l'ADN. À nouveau, c'est cette ribonucléotide réductase qui nous a amenés sur cette famille Radical-Sam, et on va y revenir. Mais je profite donc de ce cours pour discuter de cela. Alors, à nouveau, pour ceux qui ont oublié ou ceux qui n'étaient pas là, la famille Radical-Sam, elle est définie de la façon suivante. Un centre fer-soufre, un cluster fer-soufre, cet assemblage d'atomes de fer et de soufre, fixé à l'enzyme par des cystéines. J'avais dit la dernière fois qu'il y avait une signature très particulière, qui doit être à l'état réduit, c'est le sens du plus 1 ici, qui a dû acquérir un électron, et la S-adénosylméthionine, qui se fixe à ce cluster, et cette fixation au sein de ce complexe permet de transférer un électron du cluster fer-soufre à la S-adénosylméthionine, et ce déplacement électronique a un effet assez brutal qui est la cassure de la liaison soufre-carbone de façon homolytique pour créer ce radical extrêmement réactif, je l'ai dit, qui peut arracher n'importe quel atome d'hydrogène. Et donc j'avais évoqué la problématique de la gestion de ce radical par les protéines, quelque chose de très complexe. Et ce radical donc a comme fonction d'arracher un atome d'hydrogène sur un substrat, de créer une espèce radicalaire substrat intermédiaire devenue très réactive. Faisant cela, cette conversion de RH en R point, le substrat devient capable d'une réaction alors qu'il ne l'était pas à l'état RH, il le devient à l'état R point. C'est ça l'histoire. Alors, ça je l'avais montré la dernière fois, donc des milliers de réactions chimiques, des milliers de processus divers du vivant. Je ne redétaille pas cette liste que j'ai déjà évoquée. Et aujourd'hui, et j'ai choisi cela parce que c'est assez cohérent avec ce qu'on a entendu au cours des différentes semaines, j'ai choisi de parler de certains aspects de modification des ARN de transfert, et Olivier Berthaud le fera en partie aussi. Voilà, et donc je vais parler d'un certain nombre de ces systèmes d'enzymes Radical-Sam impliqués dans la biosynthèse de produits soufrés, après une introduction sur ces produits soufrés. On a fait plus spécifiquement des travaux sur ces trois enzymes dont je parlerai, MIAB, MTAB, RIMO. Bon, c'est des noms qu'on utilise assez souvent, cette façon de nommer les enzymes dans le métier. Ce sont des méthylthiotransférases, je définirai. C'est un travail important qui a été mené au laboratoire
grâce à ses deux collaborateurs, Amidata, que vous avez entendu la dernière fois, et Étienne Muliez, qui est directeur de recherche au CNRS. Voilà, il y a un très grand nombre de produits soufrés dans la nature et qui jouent des rôles extrêmement importants. J'en ai mis là quelques-uns de ces composés. Vous voyez des choses très importantes. La S-adénosylméthionine, le coenzyme A, d'autres coenzymes, coenzyme B, des vitamines et des cofacteurs comme la biotine, vous voyez avec cet atome de soufre. Ici, l'acide lipoïque, avec 2 atomes de soufre incorporés comme dans la biotine sur des sites carbonés qui sont très peu réactifs. La thiamine, j'en ai dit un mot la dernière fois, puisqu'il y a plusieurs enzymes radicales SAM qui sont impliquées dans la biosynthèse de la thiamine. Un autre cofacteur important d'enzymes, la molybdoptérine. Vous voyez là aussi, c'est des atomes de soufre qui sont incorporés sur des atomes de carbone pas très réactifs. Et puis là, j'y reviendrai plus en détail. Un nucléoside qu'on peut rencontrer, et il y en a plusieurs, mais j'en montrerai d'autres. Un nucléoside qu'on peut rencontrer dans les ARN de transfert. Vous savez que ces ARN de transfert sont très abondamment modifiés, et ça, c'est une des modifications. Vous voyez, sur l'adénosine, on a non seulement cette alkylation sur l'azote, mais on a cette thiométhylation, et ce sont ces fameuses méthylthiotransférases qui introduisent ce groupement méthyle et cet atome de soufre. Et là aussi, vous voyez, c'est sur un noyau aromatique, transformer une liaison carbone-hydrogène aromatique en carbone-soufre, c'est extrêmement compliqué. Les chimistes ne savent pas faire ça en une seule étape. Voilà, donc je vais maintenant prendre un exemple, parce que justement, il y a des radicales SAM qui sont impliqués dans l'introduction de ces atomes de soufre. 3 réactions très importantes. La biotine synthase, donc cette enzyme qui introduit un seul atome de soufre dans cette molécule qui est la déthiobiotine. Et là, vous le voyez, un grand défi pour la chimie. Un méthyle ici, un méthylène ici, très peu actif. Et il faut introduire un atome de soufre sélectivement à cet endroit-là. Même chose sur l'octanoate qui est transformé en acide lipoïque, accrochage création d'une liaison carbone-soufre sur des carbones très peu activés. Et ici, j'ai déjà fait la remarque, un CH aromatique, et il faut introduire un soufre. Donc, des choses extrêmement difficiles. Et là, vous voyez, ce sont des radicales SAM, donc la nature, quand elle a des choses aussi difficiles que ça, elle pense radicaux, et on va essayer de comprendre comment ça marche. Alors maintenant qu'on sait comment les radicales SAM fonctionnent, quelles sont les potentialités de cette chimie-là, effectivement, on se dit, si on était la nature et qu'on avait cette question transformer carbone H en carbone SH, et puis après carbone SCH3, il y a quelque chose qui est à notre disposition. En effet, c'est un radical 5'-déoxyadénosyl qui va arracher cet atome d'hydrogène et tout d'un coup rendre ce carbone qui était si peu réactif, très réactif. Donc, en effet, dans ces réactions, on va avoir une activation radicalaire. La molécule dans ces radicales SAM, l'entité qui va arracher cet atome d'hydrogène pour activer le substrat, c'est en effet un radical 5'-déoxyadénosyl qui vient de la S-adénosylméthionine. Ensuite, il y a toute la question, à partir d'un radical comme ça, est-ce que je peux introduire un atome de soufre et comment ? Et là, il y a énormément de questions. Quel est le donneur d'atome de soufre, donc son origine, sa nature, quels sont les mécanismes ? On va discuter de ça. Et puis après, il y a la méthylation. Bon, ça c'est trivial. On sait, il y a des milliers de réactions de méthylation, je l'ai déjà dit. Et l'agent méthylant par excellence, c'est à nouveau la S-adénosylméthionine, mais là par une chimie différente, en donnant son méthyle électrophile à ce soufre qui est nucléophile.
Donc là, rien de mystérieux, mais on voit bien que cette question-là implique 2 molécules de SAM, une pour faire des radicaux et une pour faire des méthyles. On voit aussi la complexité du problème. Alors, pour étudier ce problème, nous, spécifiquement, on a choisi de travailler sur les enzymes de sulfuration d'ARN de transfert. Alors, à nouveau, mais je crois l'avoir déjà montré, enfin, voilà un ARN de transfert et tout un tas. Henri Grosjean nous a exposé la grande diversité des modifications des ARN de transfert. Et voilà quelques exemples ici. Et voilà, ici vous avez un atome de soufre, par exemple, dans la thiouridine. Mais je vais m'intéresser à nouveau à ces réactions difficiles d'insertion d'atomes de soufre dans les bases. Enfin, dans ces conversions redox de liaison CH en liaison CS. Vous voyez, ces 2 nucléosides, ils diffèrent uniquement du point de vue du groupement alkyle qui est accroché sur cet azote 6 de l'adénine. Ici, c'est un isopentényl, donc on va l'appeler MS2I6A. Alors A parce que c'est la base, I parce que c'est isopentényl, S parce que c'est un soufre, M parce que c'est un méthyle, 2 parce que c'est en position 2, et 6 parce que c'est la position 6 de l'azote. L'azote est en position 6. Et ici, c'est un groupement tréonylcarbamoyl qui est accroché, donc c'est la seule différence entre les deux. Et vous avez la même modification méthyle-soufre ici en position 2, d'où MS2 et T au lieu de I6A. J'insiste parce qu'après j'utiliserai plutôt ces termes-là. Voilà. Alors, très récemment, je cite ce travail, très récemment, il y a eu un travail pour montrer l'importance de ces petites modifications. Ici, c'est un papier de Yusupov, qui est un cristallographe de Strasbourg, enfin russe, travaillant à Strasbourg, qui a fait un travail formidable sur la structure du ribosome et qui là étudie certains aspects d'interaction entre les ARN de transfert, entre le ribosome et l'ARN messager. Et il y a tout un tas d'informations qui ont été obtenues récemment sur l'importance de ce où est-il ? Voilà, oui, de ce S-méthyle qui est là, qui ici aussi, ici vous le voyez, également ici, qui met en place tout un tas d'interactions entre l'ARN de transfert, le codon ou certaines bases adjacentes du codon de l'ARN et le ribosome. Voilà. Donc ça, c'est un groupe. Ce groupe thiométhyle est extrêmement important. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Henri Grosjean nous a expliqué des choses là-dessus, mais c'est capital pour, en effet, stabiliser les interactions entre l'ARN de transfert, l'ARN messager et l'ARN ribosomal, maintenir le bon cadre de lecture et puis décroître la fréquence des déplacements de cadre qui conduiraient à des traductions inexactes du messager. Alors, l'enzyme qui, il y a très longtemps, Glenn Bjork avait identifié l'enzyme appelée MIAB, et je garderai ce terme, qui était l'enzyme qui introduisait le méthyle-soufre dans cette base. Cette transformation est précédée par l'alkylation en position 6 avec le DMAPP qui est cet isopentényl pyrophosphate. Et on a fait 2-3 petites choses sur MIA, mais je vais essentiellement parler de MIAB, puisque cette enzyme, en effet, introduit l'atome de soufre. C'est une seule enzyme qui introduit l'atome de soufre et qui méthyle. Donc on a bien une méthylthiotransférase, et les deux fonctions sont SAM-dépendantes.
Une des observations importantes, vous allez le voir, et qui va être au centre de la discussion sur les mécanismes, c'est que cet enzyme-là contient 2 centres 4 fer 4 soufre. Pas un, celui qui fixe la SAM, mais un autre, qui est absolument essentiel à l'activité enzymatique. Oui, ça, je peux laisser tomber la première étape. On a été donc les premiers à isoler cette enzyme, et en effet à démontrer par tout un tas de méthodes spectroscopiques, ultraviolet visible, résonance paramagnétique électronique, résonance Raman, spectroscopie Mossbauer, I-score. Ici, ces signaux montrent que la S-adénosylméthionine se fixe en effet sur un des clusters 4 fer 4 soufre, comme dans toute radicale SAM, uniquement en présence d'ARN. Il n'y a pas de signaux là, je n'explique pas, c'est assez complexe les techniques de I-score, mais l'absence des signaux ici indique que la SAM ne se fixe pas sur le cluster, à moins que le substrat soit là. Donc là aussi, il y a des contrôles comme ça extrêmement fins des interactions en fonction des partenaires. Mais tout ça a été. Et puis la mutagénèse dirigée nous a montré aussi que non seulement donc il y avait un cluster fixé par ces 3 cystéines, alors là c'est la signature des radicales SAM, mais également il y avait 3 cystéines parfaitement conservées dans toutes les MIAB connues, et la mutation de ces cystéines conduisait à des enzymes inactives. Et on a pu démontrer que ces cystéines servaient à fixer un deuxième cluster fer-soufre, et vous remarquerez que ces 2 clusters fer-soufre ont la caractéristique d'être complexés par la protéine uniquement par 3 cystéines et non par 4. C'est-à-dire qu'il y a un atome de fer ici qui est libre, et ça on comprend parce qu'il faut fixer la SAM, mais ici aussi il y a un atome de fer qui est libre. Alors libre, je ne sais pas très bien ici ce que ça veut dire pour le moment, parce que peut-être qu'il y a un 4e ligand, mais il n'a pas été identifié. Mais vous allez voir comment on va revenir à cette question. Alors, une des choses qui était tout à fait évidente quand on a fait ce travail-là, c'est que d'autres laboratoires qui travaillaient sur des enzymes qui introduisaient des atomes de soufre dans des molécules, comme la biotine synthase et la lipoate synthase, tout le monde démontrait que tous ces systèmes, sans exception, utilisaient 2 clusters. Ça a été montré notamment par Jarrett avec la biotine synthase. Ici, le 2e cluster est un 2 fer de soufre. Hein, vous verrez la structure. Squire et Booker démontraient que c'était un 4 fer 4 soufre, et dans notre cas, on démontrait que c'était un 4 fer 4 soufre. Vous voyez, toutes ces réactions ont en commun, à nouveau, de créer une liaison carbone-soufre à partir d'une liaison carbone-hydrogène. C'est le cas ici, et c'est le cas ici. Donc, première caractéristique, vraiment, deux clusters. Alors, une avancée majeure. Alors, il y a eu l'idée, qui est toujours en débat, et vous allez voir, je vais faire d'autres hypothèses à la fin de ce cours. Il y avait cette idée développée par Joe Jarrett aux États-Unis et par André Marquet, qui est maintenant à la retraite et qui est une grande chimiste française de chimie bioorganique, qui a étudié ce problème pendant longtemps. Ces 2 laboratoires ont développé une idée originale, à savoir que le 2e cluster, pas celui qui fixe la S-adénosylméthionine, mais le 2e cluster était le donneur d'atomes de soufre. Que l'enzyme consommait les atomes de soufre qui participaient au cluster. Et donc, le mécanisme proposé était le suivant. Le substrat, dans le cas de la biotine synthase, réagit avec le radical 5'-déoxyadénosyl. Vous faites ce radical. À ce moment-là, cette molécule qui était si peu réactive devient très réactive. Et ce radical, par un mécanisme que je ne détaille pas, si on verra peut-être dans la diapositive suivante, mais qui implique des transferts d'électrons, enfin qui est un peu compliqué, mais à ce moment-là, ce radical est doué pour prendre cet atome de soufre, et c'est ainsi qu'on introduit la liaison carbone-soufre. Alors, quelque chose qui a été formidable pour soutenir cette hypothèse, c'est la structure aux rayons X de la biotine synthase, qui est sortie dans Science en 2004,
c'est Cathy Drennan au MIT qui a sorti cette structure. C'était la seconde structure obtenue pour une radical SAM. La dernière fois, j'ai présenté la coproporphyrinogène synthase hymen, qui était la première publiée dans un beau journal. Ici, c'est un papier dans Science. Je dois vous dire que cette structure, elle est intéressante. Elle a une très faible résolution, mais elle a été publiée quand même dans Science parce que l'information est importante. Et aujourd'hui, même ce laboratoire a eu un lot de cristaux et n'a jamais pu avoir d'autres cristaux de cette protéine. Donc il y a eu conjoncturellement un truc qui s'est passé qui a fait que la protéine a cristallisé, que cette structure est sortie, et depuis, il n'y a rien. Et le labo est incapable de faire des cristaux de cette protéine. Et personne, d'ailleurs. Mais ce qui était fantastique, c'est qu'on avait là une vision atomique de ce qui peut se passer, qui était assez cohérent avec ceci. À savoir, vous voyez le 4 fer 4 soufre de la S-adénosylméthionine pris dans cette boucle qui contient les 3 cystéines. La partie aminocarboxylate de la SAM est ici. Vous voyez, le soufre plus avec le méthyle est là, et le CH2 qui va devenir CH2 radical 5' déoxyadénosyl, est positionné magnifiquement bien vis-à-vis du substrat, parce que cette structure est obtenue avec le substrat, qui est cette molécule, la déthiobiotine, et cette déthiobiotine se retrouve en sandwich entre la SAM et le deuxième cluster. Et donc tout ça allait très bien, vous voyez, un électron, bam, un électron dans la SAM, crac, ça casse ici, radical, tac, ça attaque là, ça arrache un atome d'hydrogène, crac, ça prend le soufre. Vous voyez ? Voilà. À ce moment-là, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose d'assez dramatique pour le cluster, le deuxième cluster, à savoir on a créé un radical, donc j'ai créé un peu de chimie ici, pas la peine de rentrer dans le détail, mais à la fin, effectivement, le cluster a perdu son soufre. En général, quand ça se passe comme ça, le cluster se casse la figure complètement, il ne tient pas. Donc, cette hypothèse implique que, à chaque cycle, un des clusters se dégrade et doit être reconstitué. Ça, c'est disons, le point noir de cette hypothèse, d'autant que, aujourd'hui, connaissant bien les machineries qui synthétisent les clusters fer-soufre, nous on y a travaillé dessus, c'est un grand domaine, c'est des machineries complexes que possèdent les cellules pour biosynthétiser les fer-soufre, eh bien, aucune de ces machineries ne permettent de régénérer ce cluster qui fait que cet enzyme-là, par exemple, ne fait jamais plus qu'un turnover. Donc, ça posait un problème parce que, normalement, il y a des machineries qui reconstituent ces clusters et ici, ça ne marche pas. Alors, je voudrais dire un petit mot aussi de ce problème de constitution des soufres dans les fer-soufre. En fait, le soufre présent utilisé dans les cellules pour toutes les réactions chimiques est stocké essentiellement dans la cystéine libre, pas les cystéines des protéines, mais la cystéine libre. Cette cystéine. Vous voyez, et donc la nature a choisi de stocker le soufre sous forme de cystéine. Le soufre rentre dans les cellules, par exemple bactériennes, sous toute forme d'état, de sel, de sulfate, de sulfite, enfin de forme oxydée du soufre qui existe dans l'environnement, dans les milieux de culture, et ensuite on synthétise la cystéine, et la cystéine est très concentrée dans les cellules et constitue le stock de soufre. Mais vous voyez, c'est délicat parce que c'est bien, on a stocké le soufre, on a créé cette liaison carbone-soufre dans la cystéine, c'est très stable. Mais à l'inverse, si on en a besoin, il faut casser cette liaison carbone-soufre. Et la nature a mis au point des enzymes qui s'appellent des cystéines désulfurases, qui sont des enzymes à pyridoxal phosphate, je reviendrai là-dessus, qui catalysent simplement la conversion de cette cystéine en alanine. Vous voyez la différence, c'est qu'il y a un atome de soufre qui a disparu. Et cet atome de soufre
est stocké sous la forme de persulfure sur ces cystéines désulfurases. Cet atome, pour le moment, il n'est pas libre. Il est stocké sur la cystéine désulfurase. Et après, une fois qu'il est stocké sur la cystéine désulfurase, il faut le libérer, essentiellement sous forme de sulfure, par une réduction, parce qu'un persulfure, c'est l'équivalent soufré d'un peroxyde, le soufre est à l'état 0, et pour le libérer sous forme de sulfure, il faut des électrons. Mais la beauté du système, c'est que, et donc il y a eu un certain nombre de structures aux rayons X, voilà un zoom sur le site actif de ces cystéines désulfurases. Vous avez une cystéine, alors vous voyez c'est compliqué parce qu'il y a des cystéines de la protéine et des cystéines substrat, mais vous avez une cystéine sur une boucle de l'enzyme à proximité du pyridoxal phosphate qui va activer le substrat cystéine qui va venir par là, et cet ensemble va faire une chimie qui va permettre de déplacer ce soufre vers cette cystéine pour créer une liaison soufre-soufre ici. C'est ça un persulfure. Donc ça c'est la première étape, et une fois que ce soufre est là, la réduction conduit à la libération du sulfure. Et donc l'enzyme tourne très vite, et plusieurs milliers de molécules de cystéine peuvent libérer leur soufre. Je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire de rentrer dans le détail des mécanismes. Denis Dean a bien expliqué, juste quand même si, parce que vous voyez le pyridoxal phosphate, c'est cet aldéhyde qui réagit avec cet acide aminé, ici la cystéine, pour créer une base de chiffre. Vous voyez, il y a une liaison covalente entre cette partie-là, le pyridoxal phosphate, et le substrat. Cette modification active le substrat qui permet, par toute une série de réactions, de perdre le soufre. Et il y a une étape, vous voyez, où la cystéine de la protéine attaque de façon nucléophile ce soufre pour créer le persulfure qui est l'étape suivante de stockage du soufre. Bon. Alors, vous voyez, donc, c'est comme ça que les soufres qui terminent ensuite dans les fers-soufres sont mobilisés. Donc, en fait, vous voyez, ça, c'est une bactérie, c'est Escherichia coli. Pour la biosynthèse des fers-soufres, vous avez des oxydes de fer dans l'environnement qui sont récupérés. Il y a tout un tas de mécanismes, je n'en parle pas, qui permettent de récupérer le fer de l'environnement. Et puis, le soufre est récupéré et stocké sous forme de cystéine. Et ensuite, il y a des machineries protéiques très complexes qui incluent des cystéines désulfurases, qui mobilisent le soufre, récupèrent le fer, et ces machineries synthétisent des fers-soufres. Ensuite, ces fers-soufres sont délivrés à différents systèmes, soit pour créer des protéines fer-soufre, soit pour jouer un rôle de régulation, je ne rentre pas dans le détail, soit pour réparer justement des protéines fer-soufre qui auraient perdu ou auraient leur fer-soufre dégradé. Et là, on est typiquement dans le cas de la biotine synthase qui aurait ces clusters dégradés qu'il faudrait réparer. Donc la machinerie de biosynthèse des fers-soufre participerait à ce cycle. En réalité, ça ne marche pas, je vous l'ai dit. Tous les systèmes vivants synthétisent leur fer-soufre avec ces machineries-là, très, très complexes. C'est un des systèmes les plus conservés dans le monde vivant. Ici, je les appelle ISC et SUF, c'est des noms pour ces machineries, mais très tôt dans l'évolution, il y a eu des machineries de biosynthèse des fers-soufres, et je crois l'avoir déjà dit, les fers-soufres sont considérés comme des catalyseurs très très anciens, des descendants de matériaux genre pyrite qui étaient très abondants à la surface de la Terre et qui ont été utilisés comme catalyseurs très tôt. Mais qu'il s'agisse de mammifères, de plantes, de bactéries, d'archébactéries, tous ces systèmes ont les mêmes machineries pour faire la biosynthèse des fers-soufres. Il n'y a pas que les fers-soufres donc, dans la cellule. Et là, je veux juste, pour terminer cette présentation générale du cheminement des soufres dans la cellule, montrer la complexité, la difficulté. D'ailleurs, c'est ce qui rend l'étude un peu
un peu délicate. Donc je reprends le schéma où vous avez du fer qui rentre, vous avez du soufre qui rentre, qui est stocké sous forme de cystéine. Vous avez des cystéines désulfurases qui sont très très importantes parce qu'elles arrachent à nouveau le soufre de la cystéine qui devient alanine et stockent le soufre sous forme de persulfure. Et vous avez cette situation très compliquée qui est que ces persulfures ici sont utilisés pour faire les fers-soufre en combinaison avec le fer, mais vous avez des cystéines désulfurases qui participent à des sulfurations de molécules sans passer par des fers-soufre. Directement, les cystéines désulfurases sont capables de donner leur soufre lors de la biosynthèse de la thiamine, de la thiouridine dont j'ai parlé tout à l'heure, de la thioribothymidine et de la molybdoptérine. Ce sont des cystéines désulfurases qui donnent ces soufres à toutes ces molécules. Il n'y a pas d'intervention de fer-soufre. Et puis vous avez aussi des molécules qui utilisent des fers-soufre comme donneurs de soufre. Donc le persulfure ici est transféré à un fer-soufre. Cette machinerie ensuite introduit des fers-soufre dans une deuxième famille de protéines qui elle-même utilise ce fer-soufre pour introduire des soufres, et c'est le cas de la biotine, de l'acide lipoïque et de ces méthylthiotransférases dont je parle. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Mais ici, vous voyez, je l'ai dessiné selon la théorie de Marquet et de Jarrett, à savoir que c'est le soufre stocké dans le cluster qui est utilisé pour donner ces atomes de soufre. Et vous allez voir qu'à la fin, je remets en cause cette hypothèse. Voilà. Alors, la dernière fois, j'avais montré cela, mais sans introduire la partie rouge. Dans l'histoire des clusters fer-soufre, il y a plusieurs étapes. J'ai évoqué, dans les années 60, la découverte des clusters fer-soufre comme transféreurs d'électrons, simplement. Ensuite, les activités non redox avec les déshydratases, le prototype étant l'aconitase. Ensuite, dans les années 80, ça a été la découverte de protéines fer-soufre qui étaient impliquées dans la régulation de l'expression des gènes. C'est une grande nouveauté. Ensuite, il y a eu, à partir de la fin des années 90, la découverte des radicales SAM, qui montrait que les fers-soufre avaient été sélectionnés pour faire de la catalyse redox. Et là, on arrivait dans les années 2000 à cette notion qu'il y avait une autre fonction pour les fers-soufre, à savoir une forme de stockage des atomes de soufre. Il y a un stockage cystéine, il y aurait un stockage persulfure sur les cystéines désulfurases, et puis il y aurait une forme de stockage qui serait les soufres des fers-soufre qui pourraient être mobilisés ensuite dans des réactions de sulfuration. Alors, en allant plus loin avec notre MIAB, on essayait de comprendre ces méthylthiotransférases et on a, ça c'est la richesse des génomes et des analyses génomiques, on a montré que par exemple chez un organisme comme Thermotoga maritima, parce qu'initialement on avait travaillé avec MIAB de Thermotoga maritima, eh bien en fait il y avait 3 méthylthiotransférases, on avait les signatures de 3 méthylthiotransférases. On avait MIAB bien sûr. Donc ici, c'est des homologies de séquences, bien sûr, on montre ça, mais ça ne sert strictement à rien, en général. Une protéine qui s'appelle TM0830, j'y reviendrai, elle va devenir très importante. Et puis RIMO. Et je reviendrai sur RIMO aussi, parce que RIMO est une méthyltransférase qui ne modifie pas des ARN de transfert, mais vous allez voir qu'il modifie une protéine importante. Donc il y avait des homologies et on a attaqué ces 3 protéines. Et ce qui était très intéressant, c'est que tout de suite on a vu que TM0830, on l'a retrouvé chez plein de bactéries. Je vais parler de YQEV qui est Bacillus subtilis, et puis surtout on l'a trouvé chez l'homme. C'est la protéine CDKAL1 dont je vais vous parler. Parce que là, on a eu des résultats extrêmement intéressants. Ce qui, pas
me permet de dire d'ailleurs que les radicales SAM ne sont pas que des objets bactériens, ce sont aussi des objets retenus dans des organismes aussi complexes que l'homme. Et notre hypothèse de travail était, dans le cas de TM0830 et de ces protéines, c'est qu'on savait qu'il y avait une deuxième modification, c'est le MS2-T6A, c'est répertorié dans la liste des modifications des ARN de transfert, mais on ne connaissait pas l'enzyme qui faisait la thiométhylation dans ce cas-là. Et on avait par ailleurs démontré que MIAB ne fonctionnait pas, pourtant vous voyez la différence n'est pas énorme, ne fonctionnait pas pour thiométhyler ici, alors qu'il le fait ici. Donc MIAB est bien pour MS2-I6A, mais pas pour MS2-T6A. Et donc on s'était dit, peut-être TM0830, c'est l'enzyme. On a trouvé l'enzyme qui fait la thiométhylation pour faire MS2-T6A. Et la réponse... alors il y a eu beaucoup de choses récentes. Vous voyez, Nucleic Acid Research, 2009, Imbo Journal 2011, qui ont démontré... qui ont identifié toutes les enzymes qui étaient, enfin toutes les protéines qui étaient impliquées dans l'alkylation ici, avec la tréonylcarbamoïl, le groupe tréonylcarbamoïl sur l'azote 6. Et nous avons, premier papier ici, un Journal of Biological Chemistry en 2010, montré qu'en effet, cette thiométhylation, elle était catalysée par l'enzyme TM0830 qui est aussi YQEV et qui est aussi CDKL1. Et CDKL1, on a pu y travailler parce que c'est une protéine connue, qui était connue des biologistes cellulaires, enfin, très connue et qui est très importante et dont on ne connaissait pas la fonction. Cette découverte-là nous permet de dire quelle est la fonction de cette protéine CDKL1 dont je vais vous parler. Et ça se fait maintenant en collaboration avec Fanyan Wei au Japon, qui travaillait depuis quelques années sur cette protéine sans savoir à quoi elle servait. Eh bien, cette protéine CDKL1, c'est une protéine qui est très très connue parce que c'est une protéine qui est la traduction d'un gène de susceptibilité du diabète de type 2. Il y a une liste, je crois, de 16 ou 17 gènes identifiés comme des gènes de susceptibilité au diabète de type 2, et CDKL1 est vraiment l'une des plus présentes. Donc c'est exprimé dans les cellules pancréatiques, les cellules immunitaires, notamment dans le réticulum endoplasmique. Et il y a des variants, notamment qui se traduisent par des défauts de sécrétion d'insuline, qui sont très fréquemment trouvés chez les diabétiques. Il y a une excellente corrélation entre mutation CDKL1 et diabète de type 2. Eh bien, nous avons, en effet, y compris en travaillant sur CDKL1, mais c'est plus facile avec les enzymes bactériennes, mais démontré que c'était une méthylthiotransférase. Donc, cette protéine est responsable de la transformation de MS2-T6A sur A37 de l'ARN, du tRNA lysine. Voilà, alors il s'avère que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là il y a eu la partie biologie cellulaire et animale, parce que Fanyan a été capable d'avoir une souris KO et de démontrer directement que ces souris, voyez, ne synthétisaient pas, c'est vide ici, hein, le MS2-T6, alors qu'il y a du T6, mais il n'y a pas le MS2. Alors que dans la souris non KO, wild type, vous avez le MS2-T6A et vous n'avez pas de T6 parce que tout le T6 a été transformé en MS2-T6. Bon, peut-être sans rentrer dans le détail, grâce à... Donc, on a pu montrer avec tout un tas d'outils que... en effet, dans les mutants YQEV-, où on avait une lecture incorrecte du tRNA, parce que ce tRNA, donc, dans un système qui permettait de regarder, un système modèle,
l'expression d'une enzyme, qui est en l'occurrence la luciférase, qui contient une lysine qui est essentielle à l'activité, eh bien, dans les mutants YQEV, on a une lecture incorrecte. Hein, vous voyez par exemple ici, une lecture incorrecte de ce tRNA. Donc, à nouveau, le fait de perdre, enfin, de ne pas avoir un CDKL1 ou un YQEV active conduit à une absence de MS2T6A et une expression, une mauvaise expression de protéines qui contiennent des lysines essentielles. Voilà. Donc là, il y a eu tout un tas d'analyses avec ces souris KO. Peut-être je ne l'ai pas dit, mais une souris KO, knockout, ça veut dire que c'est une souris dans laquelle on a inactivé le gène CDKL1. On a pu montrer que malgré un développement normal et une morphologie normale des cellules bêta dans ces souris, il y a une intolérance au glucose à tous les âges, c'est ce qu'on voit dans cette différence. Il y a le niveau d'insuline du sérum qui tombe lorsqu'on la soumet à du glucose. On a une synthèse de proinsuline qui diminue et on a l'insuline pancréatique qui diminue parce qu'il y a un problème d'expression, de qualité d'expression, de traduction de l'ARN messager à cause de ce défaut, de ce manque de thiométhyle dans le tRNA. Et vous avez vu que ce thiométhyle, par des interactions, joue un rôle par ces interactions que j'ai montrées, que Yusupov a montré dans sa structure aux rayons X du ribosome en complexe avec le tRNA et l'ARN messager, une magnifique structure. Donc l'idée à nouveau, d'ailleurs je la remets ici, hein, vous voyez ce MS2T6A il est important pour la stabilisation de l'interaction codon-anticodon. Si vous supprimez simplement ce S-méthyle-là, vous voyez à quoi ça tient, hein, pas à grand-chose. Hein. Si on a raison, des diabétiques qui ont des mutations dans CDKL1 sont diabétiques parce qu'ils n'ont pas ce soufre-là. Donc l'idée, c'est que la perte fonctionnelle de CDKL1 conduit à une chute de MS2T6A, conduit à l'absence de ce groupe-là, lecture incorrecte de codon lyse, mauvais repliement et coupure de la proinsuline, donc synthèse incorrecte de l'insuline, et donc stress au niveau du réticulum endoplasmique, et diminution de la sécrétion de l'insuline, et donc intolérance au glucose. Voilà. RIMO, troisième protéine, troisième méthylthiotransférase sur laquelle on a travaillé, pas du tout substrat, pas du tout tRNA, mais le substrat est une protéine. C'est une protéine, c'est la protéine S12, qui est une des protéines de la petite sous-unité du ribosome. Le ribosome, hein, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Ici, c'est uniquement la petite sous-unité, donc c'est le site où se fait la synthèse des protéines. Le ribosome, je l'ai déjà dit, je crois, lors de mon premier cours, c'est un ribozyme, c'est essentiellement de l'ARN, mais il y a quand même des protéines un peu par-ci, par-là, pas très concentrées, qui sont accrochées à l'ARN. Il s'avère que, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant. Il y a une enzyme qui va introduire un atome de soufre dans ce gros machin, qui est un mélange d'ARN et de protéines. Eh bien, la protéine RIMO va introduire un groupement S-méthyle sur un aspartate, un seul, unique, qui est enfoui là-dedans, parce que ça, c'est un zoom, ici, de ça. Vous voyez, il y a des ARN, et puis il y a une protéine, la S12, qui est là-dedans, et cette enzyme est capable d'aller reconnaître dans ce gros machin l'aspartate qu'il faut transformer en thiométhyle. Et la chimie est la même, c'est une chimie de type radical SAM. RIMO est une radical SAM. Voilà, donc à nouveau pour revenir à des choses simples, puisque maintenant vous savez comment tout ça fonctionne, RIMO a, je ne l'ai pas dit parce que biotine synthase, lipoète synthase et MIAB, j'ai dit 2 clusters. Eh bien RIMO aussi, RIMO a 2 clusters. Donc visiblement, la nature, quand elle veut souffrer quelque chose avec des radicales SAM, elle prend 2 clusters. C'est le cas de RIMO. Donc il y a un premier cluster qui fixe la SAM, qui crée le radical 5' déoxyadénosyle, tape sur la protéine S12 pour faire ce radical, et ensuite, par une chimie qui implique un deuxième cluster fer soufre, il y a introduction du soufre puis du méthyle sur cet aspartate. Voilà.
Donc on a pu démontrer sur des manips in vitro que, en effet, cette enzyme, en utilisant non pas la protéine S12, mais un peptide de 20 acides aminés qui contient l'aspartate qui doit être transformé, on a bien démontré que Rimo était capable de faire cette transformation in vitro. Voilà. Alors, on a obtenu une structure aux rayons X, un début de structure aux rayons X, enfin c'est John Hunt, je ne l'ai pas, à Columbia, à New York, qui a obtenu une première structure malheureusement pas très informative, enfin à 2 angstroms de résolution, ce qui est pas mal, mais il manque tout un domaine, il manque le domaine UPF04. Alors, très rapidement, excusez-moi, si on regarde l'organisation de la protéine, on voit 3 domaines. On voit dans la partie N-terminale, on voit le domaine UPF4. Ça, c'est la partie qui contient le deuxième cluster chez toutes ces enzymes. Après, on a la partie radical SAM. Vous reconnaissez cystéine XXX, cystéine XXC. Et puis, il y a un troisième domaine qu'on appelle TRAM, qui a été identifié comme un domaine connu, enfin, appelé TRAM parce qu'il a été identifié comme étant comme adapté à la reconnaissance d'ARN, de transfert en particulier, mais d'ARN en général. Alors, vous voyez que c'est assez... Et là, on tombe sur quelque chose d'assez curieux. Vous allez me dire, mais Rimo ne fait rien avec des ARN, pourquoi il a un domaine TRAM? Effectivement, Rimo a un domaine TRAM qui est défini comme un domaine de fixation des ARN. C'est quand même assez extraordinaire. Et en effet, on peut voir ici le domaine TRAM. On reconnaît ici, vous voyez, le tonneau bêta des radicales SAM, hein, j'en ai parlé la dernière fois, et il manque un domaine. Et donc, dans cette structure, on n'a aucun des clusters fer-soufre. Parce que même le radical SAM, il est un peu... il y a des parties manquantes. Donc. Bon, mais néanmoins, on a le domaine TRAM. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce domaine TRAM, qui dans ce cas-là fixe une protéine et pas un ARN de transfert, est structuré exactement de la même façon que les TRAM qui fixent des ARN de transfert. Mais la grande différence, voilà, et un exemple, c'est ce magnifique travail publié dans Cell en 2005, c'est la protéine RUMA qui fait une méthylation sur un ARN ribosomal. Ici d'ailleurs vous avez le domaine TRAM, et donc ce domaine TRAM, et vous voyez, qui participe à la fixation de l'ARN ribosomal qui va être méthylé. Regardez la superposition entre RUMA qui fixe un ARN et RIMO qui fixe une protéine. C'est assez extraordinaire, c'est inattendu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la structuration est la même, mais les charges sont totalement opposées. Dans le cas de RUMA, le domaine TRAM est basique, il est chargé positivement, et effectivement, c'est cohérent avec une fixation d'un ARN acide. Et par contre, le domaine TRAM de RIMO, ici, il est acide. Donc, vous voyez cette charge négative, ici c'est le domaine TRAM. Enfin, non, c'est le côté du domaine TRAM, et donc c'est cohérent avec la protéine S12 qui est très basique et qui va se venir fixer là. Alors, c'est quand même assez incroyable parce que finalement, ce domaine, il est assez petit, il est essentiel à la fixation, et on a l'impression que la nature manque un peu d'imagination et a pris la même structuration pour fixer un ARN et pour fixer une protéine. Et en changeant simplement les charges, on passe d'un substrat à un autre. Alors, plus récemment, ce n'est pas publié, on a une structure, enfin John Hunt a une structure aux rayons X à moins bonne résolution, mais là, on a tous les domaines. Et ce domaine UPF0004, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est un domaine qui est présent dans des tas de protéines, qui n'a jamais été cristallisé, donc c'est la première idée d'une structure de ce domaine. C'est ce domaine qui fixe le deuxième cluster 4 fer 4 soufre. Et ça, c'est le cluster 4 fer 4 soufre de la radicale SAM. Vous voyez le feuillet bêta, et en gros, dans RIMO, la protéine S12, elle va venir se fixer ici. On va avoir la SAM ici, et donc il va y avoir de la chimie ici. Ici, les deux, vous voyez à quel point les deux clusters fer-soufre sont proches l'un de l'autre.
Alors, à partir de toutes ces informations, et je termine là-dessus, répondre à quelques questions. 1. Le transfert de soufre. Alors, cystéine désulfurase sûrement en amont, mais comment ça arrive jusqu'au bout? Et est-ce que le cluster fer-soufre est un donneur de soufre? Je vous ai dit qu'avec la biotine synthase, les gens n'avaient réussi qu'à faire un seul turnover et ils étaient incapables de faire cycler la protéine. Bon, une des choses très récentes, non publiées, c'est que dans le cas de MIAB, comme on peut le voir ici, avec la formation de MS2 ici ça et la disparition de ici ça qui est stoichiométrique, et comme vous pouvez le voir dans ce chiffre-là, on a pour la première fois une enzyme qui introduit des atomes de soufre qui fonctionnent de façon catalytique. Donc on a été capable, les derniers résultats, c'est une vingtaine de turnovers avant que l'enzyme se casse la figure, et ces cycles catalytiques, on est capable de les produire simplement en rajoutant du sulfure. Donc du sulfure S2-, donc on peut imaginer qu'en effet les cystéines désulfurases produisent du sulfure de façon concertée et que ce sulfure peut être utilisé pour faire la chimie. La deuxième information, alors le fait que le sulfure marche, dans le cas de MIAB, ne nous dit pas que ça, enfin, ne nous dit rien sur le mécanisme. Néanmoins, une information supplémentaire que je ne vous ai pas montrée dans la structure précédente est indiquée ici. Encore une fois, tout ça n'est pas publié. Vous avez le deuxième cluster 4 fer 4 soufre ici. Vous avez 1, 2, 3 cystéines qui fixent le cluster. Et le quatrième fer, en fait, a un ligand. La première fois qu'on voit un ligand sur ce cluster. Et c'est un polysulfure. Donc ceci démontre que des soufres, alors SH, ou persulfure, ou polysulfure, sont capables de s'accrocher sur cet atome de fer. Par ailleurs, nous avons montré que si on prend maintenant un méthylsulfure, au lieu de prendre du sulfure, on prend du méthylsulfure ou du méthylsélénure, à ce moment-là, on incorpore du méthylsélénure dans le substrat. Et on fait MSE pour sélénium 2I6A. Et comme vous le voyez ici, c'est le pic correspondant à ce produit, et il n'y a plus de MS2 ici ça. Tout ça m'amène à l'hypothèse suivante, qui est indiquée ici. Vous avez un premier cluster qui fixe la SAM, et un deuxième cluster dans lequel je fais l'hypothèse que les soufres qu'on rajoute sont des soufres qui viennent dans la quatrième coordination, c'est-à-dire sur le fer non complexé par des cystéines. De sorte que ce deuxième cluster contient deux types de soufre. Un soufre ici terminal et un soufre pontant. La chimie SAM classique produit le radical à deux points qui arrache un atome d'hydrogène sur le substrat, RH, pour donner le radical R point. Et notre hypothèse de travail, c'est que ce radical R point réagit non pas avec ce soufre, mais réagit avec le soufre terminal pour donner le produit. Et la proximité des deux atomes, des deux clusters fer-soufre peut permettre d'envisager en effet cette réaction entre R point et générée à proximité d'un cluster avec le SH présent sur un deuxième cluster. Voilà. Et aussi des transferts d'électrons que je ne détaille pas. Il y a quelque chose d'intéressant. Dans le Journal of American Chemical Society en 2011, c'est Wolfgang Büchel en Allemagne qui a montré une protéine qui est cette protéine-là, dont un nom un peu compliqué, mais dans lequel il y a un des clusters 4 fer 4 soufre qui a un SH. C'est-à-dire que cette vision-là, ce n'est pas une vision de l'esprit. Il y a en effet des clusters comme ça qui fixent des SH. Vous voyez, représentés ici. Voilà, donc ça c'est notre hypothèse de travail.
Et donc l'idée, c'est que voilà, vous avez un site actif dans lequel vous avez le substrat avec le H qui va être remplacé. Vous avez le deuxième cluster qui fournit des soufres. Et jamais, dans mon hypothèse, le cluster se dégrade. Et vous avez le centre radical SAM pour créer ce radical qui va faire quelque chose de radicalaire. Donc, deuxième question, c'est quoi ce quelque chose de radicalaire ? Et ça va me permettre peut-être d'introduire un débat que Olivier va nous présenter. Dans les premiers papiers qu'on a écrits sur MIAB, on écrivait les choses comme ça. MIAB, 4 fer 4 soufre, une SAM qui produit des A2 points, et ce A2 points arrache un atome d'hydrogène là-dessus. Alors, les bons chimistes pourraient dire, attendez, là vous exagérez. Je vois Jean-Claude sourit. On a fait des calculs. Bon, on l'a écrit comme ça, on n'était pas très fiers, mais on l'a écrit comme ça parce qu'on ne savait pas l'écrire autrement. Moi, on a fait des calculs là-dessus. Une réaction comme ça, en créant un radical sur un aromatique, c'est des énergies d'activation qui sont au moins de l'ordre de 30 kcal par mol, c'est absolument impossible. Et ensuite, on se disait, ben voilà, ça réagit sur le SH, sur le soufre, avec le deuxième cluster, alors soit pontant, hypothèse Jarrett marquée, soit un soufre terminal. Puis ensuite, il y a une deuxième SAM, et ça, j'en ai pas du tout discuté, parce qu'il y a aussi la question d'un deuxième site de SAM qui sert ici à donner le méthyle pour faire la méthylation. Alors, ça me permet d'introduire, parce que je pense qu'Olivier, tu vas nous parler de RLMN et CFR. Il s'avère que il y a très peu de temps, d'ailleurs c'est sous presse, il y a deux papiers dans Science qui viennent de sortir, qui étudient, et j'ai presque fini, oui, et qui étudient deux enzymes qui participent à des méthylations de tRNA, pardon, de RNA, d'ARN ribosomal. Ces méthylations, vous voyez, se font sur des carbones pas du tout activés. Donc c'est une chimie un peu particulière. Ici, dans cette position 2, et la deuxième, donc c'est RLMN, et l'enzyme CFR dans cette position 8. 8 ici. Donc deux méthylations, vous voyez, l'une après l'autre. Et ça, c'est une chimie très très difficile. Parce qu'on n'a pas de site nucléophile là qui permet d'attaquer le méthyle de la SAM qui est électrophile. Donc on ne peut pas imaginer une chimie comme ça. Et par ailleurs, on sait que ces RLMN et CFR sont des radicales SAM. Donc on doit imaginer un mécanisme radicalaire. Alors il s'avère que nous, à nouveau, relativement bêtement, mais en même temps parce qu'on ne s'était pas préoccupé de ces questions, dans un article de revue, on a aussi écrit des arrachements d'atomes d'hydrogène directement sur des cycles aromatiques, vous voyez, dans le cas de RLMN et de CFR. Voilà. Et en fait, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que Booker a montré, donc c'est dans Science 2011, ce que Booker suggère, en tout cas, et Olivier va en discuter, c'est que la réaction commencerait par une méthylation d'une cystéine par la SAM, méthylation classique, électrophile, que A2 servirait à arracher cet atome d'hydrogène pour créer ce radical, de sorte que maintenant, donc A2 fait toujours la même chose, de sorte que ce radical-là devient tout d'un coup, non pas capable d'arracher un autre atome d'hydrogène ici, mais de s'additionner sur le noyau aromatique. Et c'est ainsi que ce carbone va être introduit, que va être créée la liaison carbone-carbone. Bon, après toute une série de réactions de transfert d'électrons et d'hydrogène, et de protons, pardon, on finit avec le CH3 attaché, création de la liaison carbone-carbone. Voilà. Alors on peut imaginer la même chose dans notre cas.
là ici c'est purement spéculatif, je crois que c'est la dernière figure. On peut imaginer que ce SH, que Hadot point ne serve pas à arracher cet atome d'hydrogène, mais qu'on ait une addition d'une entité radicalaire dérivée du soufre sur le noyau aromatique, et là aussi, après quelques transferts d'électrons et de protons, d'avoir le SH introduit de cette façon-là. Donc il faut maintenant imaginer peut-être des choses qui sont plutôt des additions sur des noyaux aromatiques que des arrachements d'atomes d'hydrogène, ce qui pour un chimiste finalement est assez trivial. Voilà, on en est, vous voyez, moi je trouve ça absolument passionnant parce qu'on est dans une chimie très complexe et en même temps une chimie que les chimistes ne savent pas faire dans le tube à essai. Les enzymes savent faire, on ne comprend pas encore les mécanismes. Même sur RLMN et CFR, je pense qu'Olivier va nous dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec Booker, qu'il a d'autres data. Et voyez que, c'est le dernier message que je donne, c'est que on peut faire de la recherche très très fondamentale et déboucher sur, et être autorisé de faire cela, et aussi déboucher sur des choses qui sont importantes du point de vue des applications. Vous imaginez que si j'avais voulu travailler sur le diabète de type 2, ça m'étonnerait que j'ai décidé d'attaquer le problème de MIAB et des méthylthiotransférases. C'est parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par un aspect comme ça, méthylthiotransférase, MIAB, qu'on découvre que CDKL1, qu'un des grands gènes de susceptibilité d'une grande maladie en croissance, le diabète, on comprend la fonction de ce gène. Voilà, donc le cheminement, il n'est absolument pas trivial. Et voilà, il faut qu'il arrive comme ça, de façon un peu désordonnée, par des approches indépendantes. C'est comme ça que ça marche. Il faut qu'on admette cela. Je me permets de faire ce message et je vous remercie pour votre attention.